Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre fidélité à 28 minutes samedi. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission et pour passer ce début de soirée avec vous et en compagnie de notre invité ce soir, l'écrivain Miguel Bonnefoy. Bonsoir Miguel Bonnefoy, bienvenue à vous. Bonsoir, merci. On va voyager en particulier entre vos deux pays, la France et le Venezuela, l'Europe et l'Amérique latine. Vous êtes un grand voyageur, Miguel Bonnefoy. Ça vous manque là, de pas voyager là, en ce moment là, vous posez vos valises Eh bien oui, absolument. Heureusement, j'arrive à voyager un petit peu avec ma fille qui, elle, en criant, ne faisant pas ses nuits, me permet alors de voyager à un niveau nocturne. C'est un voyage ô combien chaleureux, familial, touchant, émouvant. On va voyager aussi ce soir ensemble, Miguel Bonnefoy, avec l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire et on va s'installer. Allez-y. Merci. Notre premier dossier porte sur l'Europe qui redémarre. La Hongrie et la Pologne lèvent leur veto au plan de relance. Les dirigeants européens se sont retrouvés à Bruxelles pour enterrer leurs différends sur le respect de l'état de droit et débloquer le paquet de 1800 milliards d'euros qui doit permettre aux économies de l'UE de surmonter la crise née de la pandémie. Alors l'Europe a-t-elle trop cédé à des États qui peinent à accepter ces règles ou est-elle enfin repartie sur de bons rails, ceux qui doivent la guider sur le chemin d'une croissance retrouvée ? Puis nous nous pencherons sur le projet de loi renforçant le respect des principes républicains. Le texte a été présenté en Conseil des ministres mercredi, jour du 115e anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Pourquoi la laïcité à la française, attaquée par le terrorisme islamiste, est-elle aussi mal comprise à l'étranger ? Dans les pays arabo-musulmans qui ont accablé Emmanuel Macron de menaces lorsque le chef de l'État a défendu le droit au blasphème, mais aussi dans le monde anglo-saxon qui accorde une place accrue aux religions et développe une approche plus permissive au communautarisme. Enfin, nous conclurons ce petit tour de l'actualité avec Marie Bonisseau qui nous dévoilera sa photo de la semaine. Et voilà, sacré programme, je vous le disais. Et on va être accompagné, heureusement, comme chaque samedi, par mes complices. Hélène Roussel, bonsoir. Bonsoir Renaud. Quel bonheur que de vous retrouver. Et vous aussi, youpi, Jean-Mathieu Perrin. Oui, on aime bien Salut, youpi comme ça va. Bienvenue à tous les deux. Miguel Bonnefoy, vous êtes donc écrivain, je le disais, et auteur de ce roman Héritage, paru aux éditions Rivage. C'est votre dernier livre en date. Et votre parcours est déjà un voyage à lui seul. Miguel Bonnefoy, vous êtes français, vous êtes né à Paris, d'un père chilien, d'une mère vénézuélienne. Vous avez d'ailleurs grandi une bonne partie de votre jeunesse à partir de l'âge de 6 ans au Venezuela. Absolument. Puis ensuite, vous avez suivi en grande partie la carrière de votre mère, qui était attachée culturelle à l'ambassade. Et donc, vous avez beaucoup voyagé en permanence en Amérique latine, en Europe, en Italie, ailleurs. D'ailleurs, vous dites que pour vous, l'espagnol, le portugais, l'italien, ça, c'était la langue de la rue. Et que le français, en revanche, c'était la langue pure. Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi est-ce que le français représentait comme ça, à vos yeux, une langue pure ? Eh bien, peut-être parce que comme je ne vivais pas en France, je ne connaissais pas la France, et ne connaissant pas la France, elle me manquait déjà. J'étudiais dans les lycées français à l'étranger, pour ne pas bousculer justement l'éducation, puisqu'il y a des âges différents en fonction de la structure éducative dans chaque pays. On m'avait mis dans le système d'AEFE, c'est-à-dire l'Agence française d'éducation à l'étranger, et qui faisait que le français, je ne le connaissais que soit dans les livres, soit dans la bouche des professeurs, mais l'espagnol, le portugais ou l'italien étaient les langues qui se faisaient à la récré, la langue du cœur, la langue de la bagarre, de la séduction. Je pensais que vous avez choisi, vous, d'écrire en français, alors que votre père écrit aussi, mais il écrit en espagnol. Exactement, mon père écrit directement en espagnol, c'est un écrivain chilien. Moi, j'écris en français, peut-être parce que justement, comme on m'a appris le français à l'école, eh bien, pour passer d'une idée abstraite et de la mettre en mots, il a été beaucoup plus simple pour moi de passer par les labyrinthes du français. Alors, ce parcours, Miguel Bonnefoy, tout de suite, on va le regarder. On va regarder un court extrait, mais c'est votre portrait qui en dit long déjà. C'est un portrait qui, comme chaque samedi, est signé Philippe Ridet et qui est lu par Sandrine Le Calvez. Mon cher Miguel Bonnefoy, alors vous, on peut dire que vous avez fait du chemin pour venir jusqu'à nous. Enfin vous, non, puisque vous vivez à Paris, mais pensez un peu à Albert, votre ancêtre chapelier, qui en 1852 quitta le Jura pour s'installer au Chili. Ainsi débute une lignée de déracinés, de transplantés, de chilianisés. Un siècle passe de modeste prospérité commerçante dans la communauté française de Santiago. 1974, un exil chasse l'autre. Opposé à la dictature, votre père retraverse l'Atlantique, fuyant les sbires du sinistre général Pinochet. À Paris, il rencontre votre mère vénézuélienne et conseillère culturelle. Votre histoire commence en décembre 1986. Quand certains jouent à saute-mouton, vous jouez à saute-frontière.
Paris, Lisbonne, Caracas, l'Argentine, Cuba, Rome, Santiago, vous voyagez au gré des mutations de votre mère ou de vos désirs. Je viens d'une famille de femmes combattantes, de femmes militantes, de femmes qui sont des génies de l'ombre. Vous faut-il un port d'attache? Ce sera le français, la langue de l'art, dites-vous. Vous revenez à Paris pour vos études de lettres à la Sorbonne. Le week-end, vous êtes ouvre-boîte. Je répète, ouvre-boîte, c'est-à-dire bouquiniste sur le quai des Grands Augustins. L'Amérique latine vous reprend. Vous filez à Caracas, partagez en direct l'utopie de la révolution bolivarienne de Chavez. Les mots tournent autour de vous comme des papillons dans la lumière d'un phare. En 2015, votre premier roman d'emblée vous distingue. La critique voit en vous un héritier du réalisme magique des Garcia Marquez, Carpentier, Amado, Cortázar. La cour des grands, ils appellent ça. Bref, un oiseau rare par chez nous où les écrivains préfèrent souvent leur nombril aux histoires. Les vôtres sont fortes en goût comme la cancoyote, ce fromage franc-comtois. Qui sait, mon cher Miguel, si ce n'est pas le legs d'Albert? Quelle famille, quelle histoire, Miguel Bonnefoy. On l'a vu dans le portrait de Philippe Ridet, vous avez donc été même ouvre-boîte, c'est-à-dire bouquiniste en fait sur les quais, et je crois que vous avez une histoire d'ouvre-boîte avec Lionel Jospin. Absolument. Eh bien, j'étais sur le quai des Grands Augustins, en face du 36, et ouvre-boîte, c'est-à-dire que je ne travaille que le week-end et je gagne 20% des recettes. Et Lionel Jospin est apparu ce jour-là. Il a acheté 2 Jane Austen et moi j'avais une casquette où il y avait écrit Venezuela tout simplement. Au moment où il me passe les livres et moi je suis en train de les mettre dans le sac, nos mains se touchent et il me demande vous êtes d'où? Et moi j'ai compris d'où, D-O-U-X. Donc immédiatement je lui dis eh bien, merci beaucoup monsieur le ministre. Voilà, je mets souvent de la crème pour avoir de la douceur dans mes mains. Et bon, vous pouvez imaginer le malentendu, ces choses-là. Ça l'a fait rire, puis il a eu l'intelligence. Vous avez fait rire Lionel Jospin, bravo oui, Miguel Bonnefoy. Voilà, possible, donc. Oui, c'est donc possible. Alors, oui, exploit héroïque. Alors, les livres, vous n'avez pas fait que les vendre, vous les écrivez aussi. Et dans Héritage, précisément, Héritage, c'est une saga sur 4 générations, sur un siècle à peu près, d'une famille, d'une lignée de Français qui s'installe au Chili et qui, en fait, vivant au Chili, cultive une sorte d'amour, de patriotisme, de vision quasiment, comment dirais-je, inspirée de la France. Vous dites, il n'y a pas plus grégaire et endogamique que l'exil. Ils étaient plus français que les Français. Oui, absolument. C'est une histoire tout à fait fascinante, celle des Français qui ont été eux aussi des migrants et qu'à la fin 19e, en fuyant la crise du phylloxéra, mais également en fuyant certains changements politiques structurels, en fuyant peut-être aussi le déboisement ou les mines de charbon, se retrouvent dans des navires en fer pour aller peupler l'autre côté de l'Atlantique. Du côté des Bonnefoy, ils sont partis du Jura, se sont retrouvés en effet à Santiago, au Chili, au Valle Central. Et certains étaient cabaretiers, d'autres travaillaient dans les chapeaux et d'autres ont été dans des domaines viticoles pour replanter la vigne sur le flanc de la cordillère. Ça, ce sont les Bonnefoy. Et dans votre livre, donc, ce sont les Lons-Saunier parce que justement, ils viennent aussi du Jura, de Lons-le-Saunier, et qu'il y a une confusion à l'arrivée au Chili. Le fonctionnaire qui interroge le migrant croit que Lons-le-Saunier, en fait, c'est le nom, et donc il devient Lons-Saunier. Hélène? Votre style s'apparente, on peut dire, au réalisme magique. Il y a beaucoup de métaphores, d'allégories, il y a presque de la fable ou du conte parfois. Ce réel merveilleux, on en donne la paternité très souvent à Garcia Marquez. Est-ce que c'est un style qui est propre à l'Amérique latine, au Sud-américain? Eh bien, oui, les auteurs latino-américains du XXe siècle ont fait du réalisme magique, que ce soit avec Garcia Marquez, que ce soit avec Cortázar, que ce soit Alejo Carpentier, que ce soit Jorge Amado, et on en retrouve aussi un peu dans Vargas Llosa. Mais heureusement, le réalisme magique ou le réel merveilleux n'appartient pas et n'est pas le privilège des auteurs latino-américains du XXe siècle, puisqu'on retrouvait déjà dans Kafka, dans Pirandello, dans Bulgakov, dans Gogol, mais même par rapport aux Français, je pense à Sylvie Germain, je pense à Marcel Aimé, je pense à Oscar Wilde avec son Dorian Gray, et même on peut même remonter avant, on se rend compte que dans la mythologie grecque, dans les Métamorphoses d'Ovide, dans la Bible, dans Gilgamesh, on est sans cesse dans une porosité entre le surnaturel et le naturel. En ce moment, il y a plutôt une influence, on va dire, de ce qu'on appelle l'autofiction dans le roman en France, en tout cas, qui tente parfois au nombrilisme. C'est pas votre tasse de thé. Alors, en effet, pour le coup, moi, j'essaie de ne pas conquérir, de ne pas occuper ce territoire qui est occupé par d'autres, et ils le font très bien à leur façon. C'est un éventail qui est large, heureusement, et il y a une bonne santé dans la littérature française et dans la rentrée. Alors, vous parlez du Chili. Comment expliquez-vous que
même 30 ans après la chute de Pinochet, on continue à associer ce pays à Pinochet. Oui, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Je parlais il n'y a pas longtemps avec des dessinateurs, les Frappier, qui ont fait une très belle BD, justement, qui s'appelle Là où la Terre se termine, et qui me disaient exactement ça. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle du Chili, il faut sans cesse revenir à la dictature? Et même lorsqu'on se met à parler des réformes agraires pendant la Unidad Popular, pendant l'époque allendista, on va sans cesse en parler en fonction et à l'aune de la dictature. Tout ce qu'il y a après la dictature, tout ce qu'il y a avant la dictature. Alors que le Chili, bien sûr, est beaucoup plus vaste. Et ce qui se passe en ce moment au Chili, avec des mouvements de révolte, de soulèvement populaire, de soulèvement d'étudiants, avec une nouvelle écriture qui est en train de se faire, peut-être montre... La Constitution qui a été d'ailleurs réformée, etc. Une Constitution qui est en train d'être réécrite, dans laquelle on essaye justement de rompre un petit peu avec un ultralibéralisme, avec un néolibéralisme qui est sauvage. Eh bien, peut-être, en effet, ça montre que le Chili, justement, n'est pas que une post-dictature, mais est aussi l'aube de quelque chose. On va revenir en France, justement, on va retraverser l'Atlantique, Miguel Bonnefoy, avec une archive. Vous allez voir cette archive, c'est un grand écrivain français qui, lui, n'a pas beaucoup voyagé, Hélène. On l'appelait le voyageur immobile. Jean Giono aura passé toute sa vie à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est là, Miguel Bonnefoy, que vous avez en partie écrit ce livre, puisque vous y étiez en résidence il y a 2 ans. Jean Giono, qui pour l'émission La Nuit écoute, diffusée sur l'ORTF le 25 décembre 1965, va nous donner sa conception du bonheur. Je vous propose de l'écouter. Mais le bonheur, je crois, après pas mal d'expériences, s'atteint et se procure par des choses qui sont gratuites et de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention et qui, si on y fait attention, composent le bonheur précisément. Par exemple, goûter le plaisir de voir passer une averse, un vent, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respirée, un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et vous aura chanté, une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa conversation. Tout dans la journée, une plume qui marche bien, un travail qui fonctionne très bien huilé, une feuille de papier qui glisse bien, tout ça fait partie du bonheur. Le bonheur se niche dans les coins, dans les petites choses de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition du bonheur que vient de nous faire Jean Giono? Absolument. Et Jean Giono, en plus d'être ce grand voyageur immobile, était quelqu'un qui recevait énormément. Et chez lui est passé par exemple Pierre Berger quand il avait 20 ans, est passé également Buffet. C'était un homme en effet qui avait tout le temps à la maison des gens et qui avait sa petite chapelle comme ça tout en haut où il écrivait sans cesse, grand traducteur de Melville. Donc encore une fois, on est dans ce voyage presque sous-marin avec Moby Dick. Donc il y avait quelque chose d'extraordinaire avec Giono qui en effet dans les petites choses, il voyait des grandes et sans doute il a donné à la Haute-Provence ses lettres les plus profondes. Et dans ces voyages, donc, il y a le Venezuela, le pays de votre mère, Venezuela où vous avez vécu de longues années. Miguel Bonnefoy, je crois que vous regardiez plutôt avec de la sympathie l'arrivée au pouvoir de Chavez, la révolution bolivarienne engendrée par Chavez. Avec le recul des années après, 7 ans après la mort de Chavez et puis avec le régime de Maduro, vous avez un petit peu changé d'avis, un peu changé d'opinion? C'est toujours délicat, bien entendu, de parler de ce type de choses. Le Venezuela, aujourd'hui, est dans une crise économique qui est profonde, avec des exils massifs, avec une situation sanitaire difficile. Tous les amis qui sont là-bas me disent que même si ce sont des personnes progressistes, ce sont des personnes qui croient en le processus, qui sont socialistes, se rendent compte à quel point il y a des blessures secrètes qui sont en train de se faire au Venezuela. D'un côté, il y a l'ingérence des Américains. D'un côté, il y a une sorte de gigantesque embargo. D'un côté, il y a une violence qui se fait avec la griffe de l'aigle américain. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des fractures internes dans le pouvoir politique et dans les institutions publiques. C'est vrai qu'il y a en effet des fissures et des incompétences. Un autoritarisme du régime aussi qui s'est manifesté ces dernières années. Quand même. Une corruption qui est là, souterraine, et qui fait alors que ces deux mouvements s'entrechoquent, se luttent, combattent et font que le pays fonctionne mal. Et un pays, hélas, aujourd'hui encore profondément fracturé, effectivement. Absolument. Vous le disiez. Vous qui aimez voyager, on va continuer de voyager ensemble, Miguel Bonnefoy, et vous allez être servi, puisqu'on va retrouver maintenant un autre grand voyageur, c'est Gaël Legras. Comme chaque samedi, il nous emmène voir ailleurs ce qui fait l'actualité au-delà de nos frontières. Et ce soir, on s'envole pour l'Inde. Mardi dernier, au petit matin, l'Inde se préparait à vivre une journée de manifestations monstres dans toutes les grandes villes du pays. Bharat Bandh, a nationwide shutdown called for by farmers protesting the farm laws, will run from 11 a.m. to 3 p.m. Rejoints solidairement par les cheminots, les routiers et les enseignants, les agriculteurs indiens ont bloqué les voies ferrées, les autoroutes pour demander le retrait d'une réforme adoptée fin septembre. They have to roll back. What will they do?
When all the Indian population will be on the roads, what will be their choice? Cette réforme libéralise le marché des denrées comme le riz et les céréales. Les producteurs qui pouvaient auparavant compter sur un prix minimum garanti craignent une chute colossale de leurs revenus. La colère est immense. Avant mardi, des dizaines de milliers d'agriculteurs bloquaient déjà New Delhi depuis 10 jours. Selon Indian Express, cette loi est destinée à remplir les poches des copains capitalistes du parti au pouvoir. Les 650 millions de paysans, soit la moitié de la population, possèdent presque tous des domaines inférieurs à 1 hectare et ils ne pèsent pas bien lourd face aux géants de l'agroalimentaire. En réponse à cette angoisse, le Premier ministre Narendra Modi s'est montré ferme. Reforms बहुत जरूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। Dans un édito publié par le Hindustan Times, l'homme d'affaires Ashish Chandorkar approuve Modi. Il faut traiter l'agriculture comme une entreprise et ajoute même « Le gouvernement offre la liberté aux paysans, ils doivent la célébrer avec des cris de joie ». Cette semaine, les manifestants annoncent constituer des réserves pour tenir le blocus de New Delhi pendant 6 mois. Le mouvement se propage à Londres, mais aussi au Canada, où réside une importante communauté indienne et où Justin Trudeau en personne s'est élevé contre la répression des paysans à New Delhi. We've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. Évidemment, les autorités indiennes ont condamné cette ingérence du Canada, mais Narendra Modi ferait bien de se méfier, car souvenons-nous de ce qu'écrivait Jules Renard. Un paysan est un tronc d'arbre qui se déplace. Merci Gaël Legras. Nous allons maintenant passer en revue l'actualité de la semaine et pour cela nous accueillons deux journalistes européens. Bienvenue à tous les deux. Eva Morletto, vous êtes journaliste italienne et correspondante du site d'information davincipost.info. Bienvenue à vous. Merci. Et à vos côtés, bonsoir. Thomas Hanke, correspondant à Paris du quotidien allemand Handelsblatt. Bienvenue Thomas. Tout de suite, on va commencer avec le premier sujet d'actualité, Hélène. Ce premier sujet d'actualité, eh bien, c'est le plan de relance de l'Union européenne, un plan de relance enfin relancé. Et il en aura fallu des heures de négociations, de marchandage, de psychodrame, mais ça y est, deal, a tweeté jeudi soir le président du Conseil européen. Donc ce plan de relance a été validé, est donc passé. Les 27 ont réussi à conclure l'accord. La Hongrie et la Pologne ont levé leur veto, car l'Europe menaçait quand même de faire ce plan de relance sans elle, et en plus même de couper les aides auxquelles elles ont droit. L'intégration européenne, c'est la question qu'on peut se poser quand même, Thomas Hanke. Est-ce que l'intégration européenne en sort renforcée, grandie ou au contraire diminuée ? À mon avis, renforcé quand même. Parce que, bon, évidemment, les deux, ils ont dit qu'ils ont gagné, que c'est une grande victoire pour eux, parce qu'il y a eu une déclaration supplémentaire qui explique tout ce que fait le texte et ne fait pas le texte donc, du règlement. Mais en réalité, ils ont dû se plier à ce nouveau règlement qui, pour la première fois, vraiment, met l'Europe dans la possibilité de dire, voilà, il y a un problème avec l'état de droit dans tel ou tel État membre, et on va cesser les paiements, ou on va même réclamer le repaiement, le remboursement de ces paiements. Ce n'était pas possible jusqu'à présent. Et quand on lit le texte, c'est un texte relativement bien fait qui explique qu'on ne parle pas uniquement des problèmes pour le budget communautaire, mais de l'Union européenne, mais on parle aussi de non-respect des droits des femmes, des droits des minorités, et donc tous les cas où, selon nos valeurs en tant qu'Européens, on pense que ça fait partie intégrante de notre système politique et de nos sociétés. Donc, je crois que c'était un grand pas en avant pour l'intégration européenne et c'était quelque chose qui manquait cruellement à la construction européenne jusqu'à présent. Eva Morletto, qui a gagné ce bras de fer alors Viktor Orban, dit c'est lui Alors, disons que c'est surtout l'Europe, mais eux, ils ont réussi quand même dans un but, c'était d'amener à la maison quelque chose. Et parce que finalement, l'Europe, elle a fait quoi? Elle a réussi, avec une pirouette diplomatique, à faire de façon de faire sortir la Pologne et l'Hongrie d'une impasse. Du coup, ils peuvent rentrer dans leur pays face à une opposition interne avec quelque chose dans les mains, parce que si ça s'était soldé par un échec, ça aurait été terrible. Pourquoi? Parce qu'en ces moments, les deux pays font face quand même à une opposition qui lève la tête. Et notamment en Pologne, avec les manifestations qu'il y a eu, des centaines de milliers de personnes qui se sont descendues dans la rue pour protester pour le droit à l'avortement. Voilà, il y a de la censure qui est pratiquée dans le monde de l'art, dans le monde du journalisme. Et du coup, finalement, les Polonais lèvent la tête face à ça. Il y a eu les élections au mois de juillet et finalement, la victoire du président, ça s'est joué à peu. Et il
c'était très contesté, il y a eu probablement des irrégularités, et tout ça se met en jeu aujourd'hui. Pareil pour Viktor Orban en Hongrie. Déjà, on fait face à une situation du virus où il y a un taux de mortalité assez élevé en Hongrie par rapport au nombre de contaminations. Et depuis que le président Orban a décrété l'état d'urgence, il a encore plus serré les vis sur et ils ont besoin des crédits européens et aussi, ces deux États, ces deux régions ont besoin des crédits européens. Oui. Deux pays quand même qui ont réussi à bloquer pendant des semaines, encore une fois, une négociation à l'échelle européenne. Est-ce que ça ne met pas en question, encore une fois, l'unanimité, le vote à l'unanimité? Est-ce que ça peut continuer encore longtemps à 27, Thomas Sanke? Justement, ce nouveau règlement, là, le vote sera à la majorité. C'est ça l'avantage. Et puisqu'il fallait prendre ce pas en avant à l'unanimité. C'est le problème de la construction européenne. On n'est quand même pas, on n'est pas les États-Unis de l'Europe. Nous sommes une construction, comme on dit toujours, sui generis, où les États membres ont le dernier mot. Et ça veut dire aussi, finalement, qu'il faudrait, comme le plaide Emmanuel Macron, une Europe à plusieurs vitesses. On a vu, là, on a mis du temps à avoir ce plan de relance. On l'attendait, cet argent. Il faut une Europe à plusieurs vitesses, d'après vous? Il faut déjà vérifier que ceux qui vont rentrer prochainement ou ceux qui sont candidats respectent certaines règles en ce qui concerne l'état des droits, que c'était les grands épines dans cette question. Finalement, ça s'est joué, je veux dire, la Pologne et l'Hongrie. On a bien compris que finalement, ils devaient avoir un accord parce que sinon, ils perdaient des milliards, surtout la Pologne. Et donc finalement, ça s'est joué à ça. Mais c'est surtout, par exemple, quand on voit que les prochains candidats à entrer dans l'Europe sont l'Albanie, le Monténégro. On va en parler dans un instant, parce que justement, cette Europe, elle est parfois bloquée, on l'a dit un instant, pendant plusieurs semaines. Elle est un peu ballottée de crise en crise, et pourtant, elle fait encore envie, Jean-Mathieu. Oui, puisque vous l'avez dit, ils sont 4 à rentrer, c'est incroyable. Vous aviez vu ma chronique avant moi. Ils sont 4, donc à patienter dans l'antichambre de l'Union européenne. Donc il y a la Serbie et le Monténégro qui pourraient rentrer en 2025, la Macédoine du Nord également, et l'Albanie en 2030. Alors le conditionnel est de mise pour intégrer l'Union européenne. Il faut remplir un certain nombre de critères et cela prend beaucoup de temps. Alors prenons un exemple, par exemple Miguel Bonnefoy, si vous étiez président d'un pays prospère, le Bonnefoyistan par exemple, qui se trouve en Europe, contrée du continent européen, et que vous souhaitiez que votre pays trouve sa place dans l'UE, eh bien pour cela il faudrait bien lire avant ça l'article 49 du traité de l'Union européenne et que votre pays respecte la dignité humaine, les valeurs de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que les droits de l'homme, les droits de la personne, et avoir aussi une économie de marché. Et votre demande devra être acceptée à l'unanimité des États membres et ensuite, eh bien, on verra bien si vous êtes capable d'intégrer le droit européen en vigueur à votre législation. Par exemple, au Monténégro, en ce moment, eh bien, la corruption et la non-indépendance du système judiciaire sont toujours dans le viseur de Bruxelles. Et en Serbie, ça prend du temps en raison de la tension avec le Kosovo, Belgrade n'ayant toujours pas reconnu l'indépendance de son voisin. 4 pays devenus symboles en fait, d'une Europe qui hésite à s'agrandir, puisque en décembre 2019, beaucoup s'interrogeaient sur un élargissement aux pays des Balkans, mais la peur de les voir tomber dans le giron russe ou turc, eh bien, a conforté les principes d'adhésion. Alors, Thomas Sanke, est-ce qu'on peut dire que l'Europe a toujours raison de vouloir s'agrandir ou finalement il faut s'arrêter là à 27? C'est un vieux conflit. On l'a eu avec l'élargissement vers les pays de l'Est. Évidemment, des pays comme la Bulgarie et la Roumanie n'étaient pas mûrs, à mon avis, parce qu'il y avait les mêmes problèmes. Il y avait des problèmes de corruption, des problèmes d'état de droit. Mais la situation était là. On ne pouvait pas leur dire attendez un peu, non, évidemment, l'Union soviétique, elle n'existe plus, mais disons, on fait une pause là, on va réfléchir 5 ans et après vous revenez. Non, il fallait réagir tout de suite parce que la tâche de l'Europe, c'est aussi de conférer une certaine stabilité à l'Europe. Ne pas penser uniquement à elle-même, enfin à l'Europe petite et l'Union européenne, mais à penser à la grande Europe aussi. Et là, on a une tâche de fonctionner comme force de stabilisation. Et ça, on a fait quand même, je crois, avec l'intégration de la Bulgarie et la Roumanie. Après, il faut quand même regarder aussi qu'on suive d'une manière stricte les lois et les directives européennes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a 2 mesures de vitesse. Non, tout le monde doit suivre les mêmes règlements. Miguel Bonnefoy, vous disiez tout à l'heure que les Français d'Amérique du Sud, notamment les Français du Chili, regardaient la France avec un amour. Plus la France est éloignée, plus ils étaient français d'ailleurs, les patriotes. Est-ce que les Européens vivant en Amérique du Sud aussi, est-ce que vous étiez aussi un Européen vivant, regardez l'Europe avec amour, avec envie? Est-ce qu'il y a un idéal européen qui vous parlait aussi? Je pense que d'un côté, oui, d'un autre aussi. Pendant que j'étais en Amérique latine, il y a eu
des grands mouvements de gauche qui se sont faits tantôt au Venezuela, tantôt en Bolivie, tantôt à Nicaragua. On en parlait tout à l'heure, que ce soit en effet avec les Kirchner, que ce soit avec Pepe Mujica, que ce soit avec Bachelet. Et donc, quelque part, nous aussi, on était en train de créer une sorte de collectivité. Nous aussi, on était en train de coopérer entre nous. Nous aussi, on était en train de s'épauler. En s'inspirant un peu du modèle européen. Peut-être en s'inspirant des modèles européens, même si on a une autre histoire. Donc, pour comprendre le présent d'un pays ou le présent géopolitique d'un continent, il faut comprendre son passé. Et comme on n'a pas du tout le même passé entre l'Europe et l'Amérique latine, mais il y avait cependant la même idée de pouvoir créer des ponts, des passerelles, de pouvoir ouvrir un peu les frontières et dire on peut se tenir devant l'impérialisme américain. Une autre histoire, vous le disiez, et en même temps, vous avez la chance d'avoir les deux. Et voilà. Et nous allons maintenant jeter un œil à l'actualité en images avec le Vu cette semaine. Le Vu cette semaine ne nous emmène pas bien loin, à 2 pas d'ici, au Parc des Princes, le stade de football qui est situé dans le 16e arrondissement de Paris. C'était mercredi soir, peu avant le coup d'envoi du match opposant le PSG et le Başakşehir d'Istanbul. Les joueurs des 2 équipes, mais aussi les arbitres, un genou à terre pour dire non au racisme. La veille, la rencontre avait été interrompue après qu'un autre arbitre de nationalité roumaine a été accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'endroit de l'entraîneur adjoint de l'équipe turque qu'il avait désigné par sa couleur de peau. Les joueurs des 2 équipes unanimes avaient alors quitté le terrain et refusé de reprendre le match. Une démarche inédite, une première historique. Cette réaction fera-t-elle date pour enfin faire reculer le racisme dans les stades, un mal qui ronge tout un pan du monde du football, et notamment, Eva Morletto, en Italie, qui est concernée au premier chef? Tout à fait, elle est concernée et malheureusement, on n'a pas eu ces réactions-là. On se félicite avec cette équipe parce que finalement, les joueurs en Italie qui avaient été victimes, notamment il y avait Balotelli, il y avait un autre joueur du Cagliari d'origine congolaise qui avait reçu des choses terribles. Il y en a un à qui on a jeté des pots de banane, l'autre qui a subi des cris de singe. Des cris de singe, c'était notamment Balotelli. Et eux, ils se plaignent encore aujourd'hui parce que les moments où ça s'est passé ça, ils se sont sentis seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un vrai mouvement de la part des dirigeants de football et de leurs copains d'équipe, une vraie action solidaire pour les épauler. Il faut dire aussi que tout ce qui est tifosi en Italie, il y a un réel problème. Tifosi, c'est les supporters. Exactement, excusez-moi. Donc les ultras, surtout dans certaines équipes, et notamment dans les Latium et dans la Latina, dans les grandes équipes de Rome, où il y a des individus chez les ultras qui sont clairement, de façon totalement décomplexée et affichée, fascistes. Jusqu'aux années 90, on exposait des symboles nazis dans la courbe de la Latium. C'est le club de la Lazio Rome, ça. Exactement. Thomas Sanke, on a vu aussi cette semaine là, un autre footballeur français, Antoine Griezmann, refuser de collaborer avec Huawei, le grand groupe de télécom chinois, refuser de faire de la publicité pour eux, pour dénoncer évidemment ce qui se passe avec les Ouïghours et la Chine. Est-ce que les sportifs peuvent changer les choses? À mon avis, oui. Moi, je crois que l'exemple de Griezmann, ça va impressionner beaucoup plus les gens que les discussions qu'on a eues en France ou en Allemagne pendant des mois à l'intérieur des gouvernements et entre la presse et les gouvernements. Ça va impressionner les gens quand ils disent que, voilà, à mon avis, vous supportez la répression des Ouïghours et je ne demande pas seulement que vous dites non, ce n'est pas le cas. Non, je vous demande de prendre position publiquement contre la répression en masse. Et j'exige de vous que vous le dites devant votre gouvernement. Donc ça, je trouve ça très fort parce qu'en plus, il paye avec ça. Il renonce à des millions de subventions en faisant du sponsoring. Et si ça fait école, je crois que ça peut angoisser quelques entreprises. Et si ça fait école, comme le dit Thomas Sanke, Miguel Bonnefoy, c'est aussi parce que les footballeurs, maintenant, ont acquis dans notre monde moderne une aura, une influence, une popularité qui font que leur prise de position, elles ont des conséquences extrêmement importantes. Vous êtes bien placé en Amérique latine aussi, le footballeur, et on en connaît un récemment disparu, a fait une aura planétaire, évidemment. Bien sûr, avec les 2 buts célèbres qu'il a fait contre l'Angleterre et qui étaient une réponse à la guerre des Malvines. C'était politique aussi, oui. Donc en effet, y compris la fameuse main de Dieu. Absolument, bravo. Et aussi El Gol del Siglo. Et donc en effet, on a depuis 40 ans peut-être, ou depuis Maradona, mais il faudrait voir, parce que Maradona également a été à Naples. Et lorsqu'il était à Naples et il montait dans le nord de l'Italie, les Milanais ou les gens de Torino disaient aux Napolitains « Bienvenue en Italie ». Donc imagine-toi jusqu'où on va. Enfin, c'était une sorte de double engagement, à la fois celui de la guerre
des Malvines, mais à la fois à l'intérieur même de l'Italie, d'essayer justement de lever un peu la tête. Et voilà, tout est politique, même le football. Mais il y a eu la mort de Paolo Rossi, qui était justement le héros de Mondial 82 contre l'Allemagne, qui était aussi très significatif pour l'Italie. Effectivement, champion du monde italien en 1982. On va enchaîner avec la deuxième actualité de la semaine. Et oui, Hélène. Je pensais que vous le saviez. On va enchaîner avec la deuxième actualité de la semaine et changer radicalement de sujet. Il s'agit du projet de loi renforçant le respect des principes républicains qui a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Exit, les mots qui fâchent, islamisme, séparatisme. Il faut dire que ce projet de loi a fait couler beaucoup d'encre, y compris chez nos voisins. Pourquoi cette laïcité à la française est-elle si incomprise à l'étranger? Est-ce que la France en fait trop, vous pensez, Eva Morletto? Moi, je ne pense pas qu'en fasse trop. Je pense que la France, historiquement, c'est le seul pays qui a pris, déjà en Europe, la distance avec la religion. On ne peut pas dire ça de l'Italie, on ne peut pas dire ça de l'Espagne, on ne peut pas dire ça des pays de l'Est. C'est la France qui a pris la distance de la religion et grâce auquel un discours laïque et neutre est possible. Et ça crée beaucoup d'incompréhension vers certaines cultures. La culture anglo-saxonne et la culture des pays du Moyen-Orient qui ont critiqué le président. Il y a aussi beaucoup de mauvaise foi dans ça, parce que quand on voit la propagande qui a été faite par certains dirigeants politiques comme Erdogan, la façon dont il s'est attaqué à Emmanuel Macron en disant qu'il avait des problèmes mentaux, comme l'ex-premier ministre malais qui avait fait une tribune où il définissait les Français comme qui détestaient les musulmans, la France où les femmes se promènent nues, c'était un groupe de choses délirantes, et ainsi de suite. Le parti islamiste du Bangladesh qui a pu faire une propagande facile dans un pays où il y a 25% des gens qui sont analphabètes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de propagande de mauvaise foi sur cette loi. Parce que je pense qu'il faudrait faire plus de pédagogie et dire que ce qui est visé, c'est l'islam politique, ce qui n'est pas du tout clair, même pour la presse anglo-saxonne. Vu d'Allemagne, justement, Thomas Sankeux, il y a une incompréhension aussi à l'endroit de ce projet de loi présenté en France et de la fameuse laïcité à la française. Oui, mais il faut séparer les deux, parce que je crois justement que cette loi, elle trahit la laïcité, à mon avis. Elle trahit en quoi? À mon avis, parce que, parlant de la laïcité, d'abord, s'il y a d'incompréhension, on pense parfois que c'est une conception à géométrie variable. Donc, c'est-à-dire qu'à l'origine, la laïcité, effectivement, comme on l'a dit, c'est que la séparation entre l'Église et l'État. Et là, on se rend compte que maintenant, on parle de plus en plus de l'islam. La place de l'islam dans la République. On ne parle plus du tout des catholiques. Il y a des choses qui sont admises, le financement des églises, je parle des bâtiments par l'État, le fait que les catholiques ont pleinement leur place dans le public, ce qui n'est pas forcément le cas des musulmans. Vous dites l'islam, Thomas Sankeux, mais Jean Castex rappelait cette semaine qu'il parlait de l'islamisme, même de l'islamisme radical, pas de l'islam. C'est là où je vois le problème. Je comprends complètement quand l'État ou quand le gouvernement dit qu'il faut frapper peut-être plus dur contre les terroristes islamistes. Mais l'islamisme, c'est un terme qui est très vague. Vous savez qu'il y a quelques années encore, l'islamisme, c'était la même chose qu'islam. Mais pourtant, on voit par exemple les représentants de l'islam de France, Thomas Sankeux, qui défendent ce texte et qui disent eux-mêmes, le président du CFCM ou le recteur de la Grande Mosquée de Paris, que l'islamisme est l'ennemi des musulmans. Oui, mais parce que le terrorisme islamiste, il frappe en premier lieu les musulmans. Ils sont les premières victimes. Ça, tout le monde le sait. Mais islamisme, pour moi, le terme, il est trop vague. Je ne vois pas très bien ce que c'est. Tout le monde peut se faire son propre dessin d'islamisme. Et quand il s'agit d'actes qui sont contre la République, de la propagation de la haine, ou même des actes violents, évidemment, il faut les punir. Mais ce qu'on dit dans la loi, dans les considérants, c'est par exemple qu'il y a des gens qui refusent de serrer la main d'une femme. Je trouve que c'est répugnant, c'est impoli, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut punir. Mais il n'y a pas de création de délit pour ça. Il y a un nouveau délit, par exemple, de mise en danger de la vie d'autrui par la divulgation d'informations privées. C'est l'explication de la loi. Il n'y a pas de délit pour ça. Parmi les raisons pourquoi il faut passer cette loi. Une chose, Eva Morletto, c'est vrai que la France a été le pays d'Europe le plus touché en nombre de morts par le terrorisme islamisme. L'Allemagne aussi a été touchée. L'Italie, heureusement, n'a pas été touchée. Est-ce que ça veut dire que la population se sent tout de même concernée par cet islamisme radical et ce problème européen? Alors, il y a un souci à comprendre effectivement la position de la France et pourquoi. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a eu beaucoup d'éditorialistes qui ont accusé directement les caricatures de Charlie, ce qui me semble complètement absurde parce que
c'est en Italie. Parce que c'est une inversion des responsabilités. Hein. C'est comme dire qu'une femme est violée parce qu'elle porte une jupe trop courte, c'est-à-dire c'est la même procédure. Et donc il y a une difficulté à comprendre. Mais parce que, comme je disais avant, en Italie aussi, il y a un poids de la religion catholique qui n'est pas indifférente. Donc il faut avoir, beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir un respect vers les religions. Où est-ce qu'elle est le respect, ou est-ce qu'elle est le respect pour la liberté d'expression, qui me paraît beaucoup plus important. Et là, en revenant sur la presse anglo-saxonne, qui a fait aussi beaucoup des articles à charge sur la France, en fait, on assiste au même phénomène, et notamment aux États-Unis, où il y a une regain de la religion. Là, on verra qu'est-ce qui se passera sous Biden, mais on a vu que sous Trump, par exemple, il y a pas mal les mouvements évangéliques qui ont appuyé. Il y avait une conseillère spirituelle à la Maison-Blanche, Paola White. Il y a les évangéliques qui ont un poids énorme en Amérique du Sud, d'ailleurs, qui influencent aux États-Unis, aussi. Le président prête serment sur la Bible. C'est aussi, loin du modèle français. Aussi, mais c'est surtout sous Trump qu'on a vu ce regain de la religion et donc une influence aussi sur les médias et sur la façon de traiter ce sujet. Miguel Bonnefoy, comment vous regardez, vous, ce modèle laïque français contesté, critiqué, attaqué aussi d'ailleurs par le terrorisme ? Moi, je trouve qu'il est tout à fait essentiel, capital et fondamental de le protéger, de le conserver, de faire une forteresse autour. Mais ce serait déplacé, en effet, de ma part, d'être en train de me prononcer sur des sujets dans lesquels je ne suis pas spécialiste. Et j'ai ici à mes côtés deux personnes qui savent exactement de quoi ils parlent. Une chose est sûre, c'est qu'il faut toujours faire attention avec les lois qui passent et ne pas tomber comme Lampedusa dans Le Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Mais ça, en Amérique latine, pour le coup, la religion est très très présente aussi dans les États, y compris dans les États. Au Venezuela, encore. Absolument, que ce soit les évangélistes, que ce soit les Opus Dei. Et pendant toutes les élections présidentielles, tout président sait qu'il doit d'abord les gagner, eux, pour ensuite avoir la masse d'électeurs. Donc imagine à quel point ça fausse aussi la majorité des élections. Thomas Sanke, en un mot, qu'est-ce qu'il faudra faire pour dissiper justement l'incompréhension ou le malaise que vous évoquiez justement? Qu'est-ce que le gouvernement devrait avoir comme attitude? Peut-être pas légiférer dans la passion, c'est ça? Je crois que le grand problème, c'est que l'objectif, c'est de combattre le terrorisme. L'objectif, ce n'est pas du tout de combattre une religion. Et c'est ce que répète le gouvernement français. L'objectif de la laïcité, c'est justement de faire de la religion quelque chose qui existe entre vous et votre Dieu, si vous êtes croyant, je ne sais pas, croyant. Et pas du tout de le mettre sur la place publique. Mais ce qu'on voit, surtout avec le président Macron, c'est que depuis des mois, on ne parle que de la place de l'islam. Et ça n'a rien à voir, ça n'a rien perdu dans la discussion politique. Non, c'est quelque chose qui est très, très, très dans le privé et pas sur la place publique. Et la laïcité, c'est aussi le droit d'ailleurs de ne pas avoir du tout de religion ou éventuellement d'en changer. Voilà, pour ceux qui en ont. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Miguel Bonnefoy, vous restez avec nous, vous allez voir, on va maintenant retrouver quelqu'un qui passe son temps à faire son intéressant tout le temps et surtout le samedi. C'est David Castello-Lopez, bien sûr. Et ce soir, comme chaque samedi, il pose une question qui touche directement à notre vie quotidienne, à notre vie de tous les jours. On se l'est tous forcément déjà posé, n'est-ce pas Hélène, n'est-ce pas Jean-Mathieu? Comment protéger les tortues de mer? Comment protéger les tortues de mer? Les tortues de mer sont des animaux très sympas, mais qui ont au moins 3 défauts. 1. Elles ont l'air de faire perpétuellement la gueule, ce qui est un peu agaçant. 2. Même quand elles sont bébés, elles ont l'air super vieilles. Et surtout 3. Elles sont super bonnes à manger. Non seulement les tortues elles-mêmes, mais aussi les œufs qu'elles pondent dans le sable des plages. Résultat, toutes les espèces de tortues marines sont aujourd'hui menacées. Et en Amérique centrale, où elles sont présentes en grand nombre, jusqu'à 90% des œufs qu'elles pondent sur les plages non surveillées sont volés et vendus. Autant de petites tortues qui ne sortiront pas de leur œuf de façon trop mignonne. Je veux vivre? Non. Mais alors, que faire? Eh bien, on va voir. Intéressant. L'une des méthodes, c'est de mettre des policiers sur les plages où les tortues pondent et d'arrêter les braconniers quand ils apparaissent. Mais ça ne marche pas super bien parce que lorsque ces braconniers sont arrêtés, d'autres les remplacent. Non, si l'on veut lutter efficacement contre le braconnage des œufs de tortue, ce qu'il faut trouver, ce sont les gens qui organisent le trafic. Et ça, c'est très difficile. Heureusement aujourd'hui, il y a Kim Williams-Guillen. Kim travaille comme spécialiste de la conservation dans une ONG américaine et elle a eu une super idée. Fabriquer de faux œufs de tortue et mettre à l'intérieur une balise GPS. Les œufs de Kim sont faits avec une imprimante 3D, mais pour les rendre plus réalistes, les finitions sont faites par une maquilleuse professionnelle qui travaille à Hollywood. Résultat, franchement, c'est super dur de faire la différence entre les faux et les vrais. Sur le terrain, des chercheurs ajoutent ces œufs à ceux que les tortues pondent et puis ils s'en vont.
Si le nid est vidé par un braconnier, il est alors possible de suivre le parcours des œufs sur une carte grâce à la balise GPS et de remonter ainsi le réseau de distribution. Selon l'étude publiée au mois d'octobre dans le magazine Current Biology, cette technique a déjà permis de mettre au jour un réseau de distribution qui s'étend d'une plage du Costa Rica jusqu'à un supermarché de la région à 140 km de là. Tout ça, c'est super prometteur pour les tortues et pour leurs petits bébés qui ne demandent qu'à vivre. Je veux vivre. Bon, d'accord. Intéressant. C'est tellement beau. Merci David Castello-Lopez. Voilà, maintenant vous savez comment protéger les tortues de mer, Jean-Mathieu. Et enfin, il passe sur le radiateur. Bonsoir Marie Bonisseau. Bienvenue Marie. Ce soir, votre photo de la semaine, eh bien, elle va nous emmener au Danemark. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui pousse au royaume du Danemark, où se développe l'agriculture du futur. C'est ça, je vais vous emmener dans un endroit charmant, une zone industrielle de la banlieue de Copenhague. Ça s'appelle Tastrup. C'est donc un hangar qui a été inauguré ce lundi et qui ressemble à ça. Je vais vous montrer donc l'intérieur et je vais vous demander, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Allez-y, il n'y a pas de... Des cheveux. Des cheveux, non. Des vaccins Des vaccins, non? Non. Un manche de Ikea. Des œufs. Une boîte de nuit, un parking, non, pas du tout. Des petits mammifères avec un pelage roux. Presque. Un laboratoire avec des tests sur les animaux. Non, ce n'est pas des animaux, ce sont des salades. On y était presque. Regardez, on peut zoomer sur les étagères. Ce sont des salades qui trempent dans des bacs qui sont remplis d'eau et de nutriments. Ça s'appelle l'hydroponie. C'est une méthode d'agriculture hors sol. Ici, donc sur 14 étages, c'est immense, dans une douce lumière violette qui est fournie par 20 000 LED. Alors, si vous vous posez la question, il y fait bon vivre quand on est une salade. Il fait 20 degrés toute l'année. Ah oui. Et en plus, il y a une petite musique d'ambiance qui est diffusée par les robots que vous voyez sur le sol. Alors, c'est la plus grande ferme verticale d'Europe. On nous promet qu'elle fera 7000 mètres carrés d'ici cet été et qu'elle produira 1 millier de tonnes de salade, de choux frisés et d'herbes aromatiques par an. C'est très nouveau sur notre vieux continent européen. En Amérique du Nord et en Asie, ça existe, c'est beaucoup plus, il y en a beaucoup plus, notamment au Japon. Le Japon, donc, a 6 fois moins de terres cultivables que nous, les Français, et qui a connu un boom de ces usines à salade après la catastrophe de Fukushima en 2011. Parce que les consommateurs japonais ne voulaient plus de légumes qui provenaient des terres contaminées. Donc, il y a des géants de l'industrie japonaise comme Toshiba qui ont reconverti certaines de leurs usines désaffectées en usine à salade. Voilà, alors ça fait des légumes sains qui sont plus économes en eau que l'agriculture traditionnelle. Et puis, gros argument, qui sont quand même imperméables aux aléas de la nature, ce qui est un vrai atout en ces temps de bouleversement climatique. Sauf que, il y a quand même un sauf que, ce futur... Comment ? Il faut aimer la salade. Non, normalement, elle a du goût, mais c'est pas si sûr, puisque les coûts en énergie, cette lumière violette que vous avez vue, ça coûte énormément d'argent. Et à ce jour, personne n'est encore vraiment capable de dire si cette agriculture verticale est viable économiquement à long terme. Mais nos salades danoises, en tout cas, elles y croient. L'entreprise annonce déjà d'autres usines dans toute la Scandinavie, en Suède, en Norvège et en Finlande. On verra si c'est des salades. On verra ça. On compte sur vous, les salades. Ça vous connaît, les salades? Ça donne envie, oui. Merci. Immédiatement, une salade énorme. En plus, moi, je pars au Danemark dans une semaine. Voilà, vous en rapporterez. Je crois que vous avez un lien, d'ailleurs, très personnel avec le Danemark. Absolument, je vis avec une Danoise. Voilà. Donc, tout ça est très huguelit. Elle vous fait des salades, votre épouse? On en parlera la prochaine fois, merci. C'est votre jardin secret, on va dire. Merci Miguel Bonnefoy, merci Marie, merci Miguel Bonnefoy d'être venu partager votre héritage paru aux éditions Rivage avec nous ce soir sur ce plateau. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, on part pour le Vatican, la cité qui voulait devenir éternelle. Et oui, lundi à 20h05, vous retrouvez Elisabeth Quint. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une excellente semaine. On va se quitter en musique, Miguel Bonnefoy, en se penchant encore une fois sur cette notion d'héritage qui vous travaille. Voici la version de Benjamin Biolay, bien sûr, Ton héritage. Tchuss. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil est sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps.